fois. Bien, donc, apparemment, vous êtes 37 maintenant, hein, étudiants. 38. Le sang, s'il vous plaît, le sang. Alors, vous êtes combien dans la section, s'il vous plaît? Monsieur le délégué, vous êtes là, monsieur le délégué? Bon, vous êtes une quarantaine. Pour moi, c'est déjà suffisant. On peut commencer le cours. D'accord? Les absents ont toujours tort. J'ai envoyé l'email à tous les étudiants dont l'email m'a été communiqué par votre délégué. Qui attend vos accès. Je suis en train de les accepter au fur et à mesure. Donc, quand j'oublie, dites-le moi, s'il vous plaît. OK, dites-le moi même à haute voix, معليش, en voix vive, s'il vous plaît. Bien, alors on va commencer. Donc, c'est les systèmes d'exploitation. Sauf si vous avez quelque chose à dire. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Très bien, c'est parfait. Alors, on va décoller. Hein. Attachez vos ceintures. L'avion va décoller. OK, Shabab. Voilà. Enfin, j'espère qu'on va passer un bon semestre ensemble. Un semestre de travail, de sérieux. D'accord? Parce que moi, je suis très sérieux, vraiment très sérieux. Ah, je suis gentil avec les étudiants, mais je suis aussi très strict. Très strict. Il faut comprendre ça. Okay? J'aimerais bien qu'il n'y ait pas d'absence, parce que le modèle est vraiment important. D'accord? C'est des bases pour vous, vous en aurez besoin d'une manière ou d'une autre. D'accord? Voilà. Alors, très bien. C'est les systèmes d'exploitation. La majorité parmi vous, hein, je pense que vous êtes au courant de quoi s'agit-il. De quoi on parle? C'est quoi un système d'exploitation? Quelqu'un peut me dire quoi un système d'exploitation? Je vais entendre une première voix. Encore commençons déjà, parce que la plupart du temps, c'est moi qui va parler. Donc, ou du moins, quelqu'un va commencer. C'est quoi un système d'exploitation? Vous ne voulez pas parler? Hein? Donc, vous attendez que ce soit moi qui va vous le dire. OK, quand vous voulez. Très bien. Alors, je vous ai envoyé en réalité quelques fichiers. Je pense que vous les avez reçus. Donc, voilà. Donc, vous avez des chapitres support de cours. Hein, donc, c'est clair. J'ai envoyé l'introduction, le chapitre 1, chapitre 2. C'est bien ça? Oui. J'ai envoyé que 2 chapitres ou 3 chapitres. 2 chapitres. 2 chapitres, ok. Donc, c'est 2 chapitres. Donc, vous aurez les autres après au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. Donc, essayez de lire. En principe, c'est clair. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas de m'en faire part. Ok, Shabab? Très bien. Alors, c'est quoi un système d'exploitation? Alors, quand vous êtes en possession d'un ordinateur, vous avez 2 choses dans l'ordinateur. Vous avez le matériel, vous avez le système d'exploitation. Le matériel sans système d'exploitation ne peut pas fonctionner. Le rôle d'un ordinateur, c'est d'exécuter des programmes. Un programme fait un travail, n'importe quel type de travail. Donc, il offre des services. OK? Pour que le programme s'exécute sur une machine, sur un ordinateur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le prend en charge. Vous allez dire, le matériel le prend en charge, ce n'est pas suffisant. Oui, lui, il sait exécuter. Il sait exécuter des instructions. Mais il faut qu'on organise ces instructions sous forme d'un programme. Il faut que ce programme-là soit chargé. Il faut que ce programme-là soit lancé. Il faut que ce programme-là soit imprime ou bien affiche des résultats, etc. D'accord? Donc, tout cela, qui va les prendre en charge, c'est un système d'exploitation. Donc, le système d'exploitation est là pour vous permettre d'accéder aux services et aux ressources d'une machine. Voilà. OK? Le but d'un système d'exploitation, à la base, c'est l'exécution de programmes.
il prend en charge l'exécution du programme, ça c'est clair. D'accord? Mais ces programmes qui vont être exécutés vont rendre des services, des comptes. Hein? Donc, il y a des services offerts et sont de différents types de services. Ok, je n'ai pas rentré dans les détails, je vais parler de manière très générale et vous connaissez les services. Ok. Bien, donc, la structure d'un système d'exploitation, c'est un ensemble de programmes qui fonctionnent de manière coordonnée, en harmonie, hein, dans le but de permettre et de faciliter à tout utilisateur l'accès aux services et ressources qui sont offerts par la machine. Comment on utilise le système d'exploitation? À travers une interface, je dirais une interface commune et ergonomique qui facilite l'utilisation de la machine. Alors, vous avez deux types d'interfaces en réalité. Vous avez l'interface textuelle et vous avez l'interface graphique. Tout dépend. OK? Voilà. Le même système d'exploitation, il peut offrir les deux. Hein? C'est les derniers systèmes d'exploitation et il travaille avec les deux. Aucun problème. Bien. Et l'interface graphique est meilleure quand il s'agit d'un utilisateur occasionné. Donc, on ne fait pas des choses de spécialité, oui. Mais l'interface textuelle est nécessaire pour les spécialistes. Hein, quand il y a des choses d'un certain niveau, bas niveau, qu'il faut faire, et là, on a besoin de l'interface textuelle. Donc, le système d'exploitation interpose entre la machine et l'utilisateur ce qu'on appelle un langage de commande qui permet d'exploiter les services offerts par la machine. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Alors, si on s'intéresse maintenant à la structure d'un système d'exploitation, moi, je vais faire un partage pédagogique, je vais dire comme ça, un partage pédagogique qui est comme ça. Trois parties. Il y a une partie qui se charge de la gestion, donc un rôle, un travail, c'est la gestion, gestion, d'accord? C'est la gestion des composants physiques, le processeur, la mémoire, les périphériques, d'accord? Et le stockage de l'information sur les différentes mémoires. Vous avez, ça c'est l'aspect physique, mais il y a un aspect logique. L'aspect logique, c'est que je m'éloigne un petit peu de tout ce qui est matériel. Hein? Donc, je m'intéresse à l'aspect logique pour les programmes. Et donc là, je vois un programme, je vois un autre programme, je vois l'interaction entre les programmes. Donc, il y a la coopération et coopération, qui dit coopération et des communications, qui dit communication, il dit un impératif qui est la synchronisation. Et bien sûr, il y a la gestion de l'information, telle que les fichiers par exemple SGF. La troisième partie, c'est l'exploitation de l'ordinateur. On le fait à travers une interface qui permet d'interagir avec l'utilisateur. Okay? À la base, on a deux entités qui sont gérées par un système d'exploitation. On a les processus et les ressources. OK, Shabab? Les processus sont là. Hein, vous imaginez une usine et il y a un matériau qui rentre dans l'usine pour être transformé, usiné, etc. Il passe par plusieurs phases, etc., jusqu'à ce qu'il sorte de l'autre côté comme étant quelque chose, un produit fini. C'est la même chose. Un processus, lui aussi, c'est comme cette pièce-là. Hein, c'est comme ce matériau-là. Il rentre dans l'usine. Il y a beaucoup de processus, bien sûr. Ils vont passer par différentes étapes. Le but, c'est de s'exécuter pour donner un résultat final. OK? Mais pour que le processus s'exécute, il a besoin de ressources. Plusieurs ressources. Oui, c'est normal. Hein? Sinon, il ne peut pas s'exécuter. D'accord? Voilà. Maintenant, les processus, quand ils s'exécutent, comme j'ai dit, ils ont besoin de ressources, mais parce qu'il y a plusieurs processus, ils font de la compétition quant à l'acquisition des ressources. Ils vont conquérir ces ressources-là. Alors, cette compétition-là se fait, bien sûr, de manière étudiée, de manière coordonnée, d'accord, en utilisant des outils. Ça ne se fait pas de n'importe quelle manière. Et en plus de ça aussi,
il y a ce qu'on appelle, bon, bien sûr, j'ai oublié de dire que le nombre de ressources est limité toujours, d'accord? On n'a pas de ressources infinies. Même si on vous dit on a une mémoire virtuelle, la mémoire virtuelle qui dit mémoire virtuelle dit mémoire conceptuellement infinie, de taille infinie. Ce n'est pas vrai. On vous donne une impression seulement. D'accord? Mais ce n'est pas infini. Hein? Elle est toujours limitée. Quelle que soit la taille, elle est limitée. Alors, les processus, quand ils s'exécutent, comme j'ai dit, ils sont en compétition contre l'acquisition de ressources, mais pas seulement ça, mais ils sont, quand ils font un travail, chacun peut faire le travail indépendamment des autres. D'accord? Il n'a aucun lien avec les autres processus, mais il peut aussi coopérer avec les autres processus pour faire un travail commun. Ce qui veut dire que, par exemple, on a un travail que je partage en morceaux, en différentes phases. Il y a un processus qui s'occupe d'une phase, l'autre d'une autre phase, etc. Donc, il y a une coopération. Il faut un travail en commun. Finalement, quand les processus se terminent, le travail en commun est achevé. Mais quand on dit coopération, pour que ça se fasse réellement, il faut qu'il y ait de la communication. Coopérer implique automatiquement la communication. Communication, ça veut dire partager de l'information. D'accord? Et pour communiquer correctement, il faut se synchroniser. D'accord? Synchroniser, ça veut dire se coordonner. Ça veut dire quoi? Par exemple, si moi je veux faire le produit de deux matrices, matrice A, la matrice B, pour obtenir la matrice C. Bon, je peux la faire, hein, je peux le faire, hein, le produit. Je peux le faire en utilisant un seul programme. Il va dire A, il va dire B, il va faire A plus B. Comme que je peux faire autrement. Je vais utiliser trois processus. Le premier va me dire A, le deuxième va me dire B, le troisième va calculer C, qui est le produit de A et B. OK? Les processus A et 1 et 2, qui lisent respectivement A et B, doivent commencer le travail avant le processus qui fait le calcul. C'est normal. Parce que sinon, on aura un problème d'incohérence. Vous êtes d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la coordination. Il faut que le troisième processus attende que le premier et le second termine la lecture des matrices A et B respectivement. À ce moment-là, le troisième processus commence à faire, voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la coordination ou bien la synchronisation. Bien. Maintenant, quand on opère en termes de communication et de synchronisation, on a des problèmes qui peuvent se poser dans le temps. Hein? On ne peut pas échapper à certains problèmes. Par exemple, le problème majeur, c'est ce qu'on appelle l'interblocage. L'interblocage, c'est quoi? C'est que des processus veulent continuer à faire un travail, mais ne peuvent pas continuer. Un groupe de processus, ils sont à l'état passif et ils ne peuvent pas continuer parce qu'ils sont interbloqués. Chacun bloque l'autre. Par exemple, j'ai deux processus, P1 et P2. Le processus P1, il a la ressource R1. Le processus P2 a la ressource R2. Et on a un seul exemplaire de R1 et R2. Le processus 1 veut un exemplaire de R2 pour continuer. Le processus 2 veut un exemplaire de R1 pour continuer. Mais malheureusement, il ne peut pas. Parce que le processus P1 qui veut R2, R2 est occupé par le deuxième processus. Et le deuxième processus qui veut R1, R1 est occupé par le premier. Ils ne peuvent pas libérer ces ressources-là parce qu'ils en ont besoin. Mais ils ont besoin en plus de cela, de l'autre ressource. Et donc là, c'est un problème d'interblocage. Ils ne peuvent pas continuer l'exécution. Ils sont interbloqués. C'est un blocage mutuel. Chacun bloque l'autre. P2 m'a bloqué. Pourquoi? Parce qu'il a la ressource R2 que moi, je veux avoir. D'accord? Il a été bloqué par P2. C'est ça. P1 est bloqué, c'est ça, parce qu'il veut la ressource qui est détenue par P2, qui s'appelle R2. P2 est bloqué parce qu'il veut la ressource R1 qui est détenue par P1. Donc, il y a un blocage mutuel. Voilà, c'est l'interblocage. Donc, le traitement d'interblocage implique trois méthodes en réalité, soit la prévention, soit l'évitement,
soit ce qu'on appelle la détection guérison. Je ne vais pas en parler, d'accord, parce que sinon on va perdre du temps. Voilà, donc l'objectif de ce chapitre-là, enfin de ce cours, de ce module, est la présentation des concepts, principes et outils connus du système d'exploitation classique qui nous permettent d'exprimer la concurrence. On va voir comment écrire des programmes parallèles, concurrents. Comment la coopération se fait, communication. Comment la synchronisation se fait. Et si on a le temps, on va voir le traitement de l'interblocage. Mais avant cela, j'ai oublié de mettre ici la gestion de fichiers. D'accord, gestion d'information, donc les fichiers. Alors, le plan de ce cours-là est comme suit. Je ne vais pas m'attarder à l'expliquer, je vais aller très rapidement parce qu'on va voir au fur et à mesure, donc c'est une perte de temps. Vous avez un certain nombre de chapitres, en commençant par la notion de parallélisme, la synchronisation de processus. On va avoir les deux outils, ce qu'on appelle les sémaphores et les événements, donc ces deux outils-là. On va passer à la communication de processus. Celle-ci se fait soit par partage de variables, soit par échange de messages. Donc, on va voir les deux mécanismes utilisés, enfin, les mécanismes utilisés pour ces deux modes de communication. On revient par la suite à la synchronisation en présentant deux outils de haut niveau. De haut niveau, ça veut dire qu'ils sont proches de l'utilisateur. Ils sont loin de l'expression de la machine. Ce n'est pas au niveau au sens sophistiqué. Non, ce n'est pas ça. Au niveau dans le sens proche de l'utilisateur. Okay? Donc, c'est ce qu'on appelle les moniteurs et les régions critiques. Par la suite, on va passer au système de fichiers. On va s'intéresser principalement à l'implémentation d'un système de fichiers. Hein. On va présenter un petit peu l'interface, hein, côté conceptuel, côté logique et côté physique, c'est ce niveau-là. Et après, l'interblocage, j'espère qu'on aura le temps, mais je ne pense pas qu'on aura le temps de voir l'interblocage et comment le traiter. Voilà. C'est tout pour ça. Donc, il y a une bibliographie que je vous ai envoyée, d'où j'ai puisé mon cours. Alors, je vais vous partager maintenant. Non, c'est pas ça. C'est pas ça comme ça. Le réseau. Très bien. Alors, je vais vous partager ce fichier-là. Parce que là, il y a cette difficulté. On ne partage pas l'application, mais on partage le fichier. C'est un peu l'inconvénient de... Est-ce que vous voyez le partage du chapitre 1, notion de parallélisme? Oui. Dites-le-moi, c'est très bien. Allez, on va avancer. Alors, si vous avez des questions, arrêtez-moi. Ok, شباب. Alors, n'hésitez pas, s'il vous plaît, si vous avez des problèmes, arrêtez-moi. D'accord? C'est tout. Bon, je continue. Alors, je vais faire l'animation. Et on va animer. OK. Donc, le chapitre 1, c'est la notion de parallélisme tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Je n'ai pas voulu commenter dans le plan. On va le faire directement dans le chapitre. OK? Bon. Ce que vous connaissez, c'est le système d'exploitation, mais c'est une perte de temps. Je perds le temps et je ne veux pas perdre le temps. OK. Voilà, j'ai voulu vous parler de l'aspect physique, comment on gère le processeur, etc., les interruptions, les périphériques et tout cela. Mais je n'ai pas le temps. On n'a pas le temps. Bon, parce que vous n'êtes pas tous au même niveau, donc il y a des gens qui n'ont pas vu un certain nombre de choses. Mais bon, quand il y a nécessité, on va en parler au bon moment aussi. Je pense que c'est comme ça mieux. OK? Donc, en général, les machines, hein, donc les ordinateurs, au départ, ils étaient monoprocesseurs. D'accord? C'est-à-dire, on a un seul processeur qu'on appelle unité centrale, avec une unité arithmétique et logique, des registres, etc. Registre d'instruction, registre là où on met les données, la mémoire RAM, et puis il y a une instruction qui commence à s'exécuter. Il y a des opérandes qu'on va ramener, un calcul qui se fait, etc. Et il y a un stockage. Bon, c'est une suite d'instructions pour former un programme qui va s'exécuter et puis finalement on aura un résultat quelque part. Bon. Mais l'évolution a fait que
il y a l'introduction sur une même machine de plusieurs processeurs. Et donc là, quand il y a plusieurs processeurs, ça veut dire qu'on peut exécuter, avant quand on avait un seul processeur, on ne pouvait exécuter qu'une seule instruction à la fois, c'est instruction machine. Section 1, puis 2, puis 3, puis 4, jusqu'à la fin. OK? Mais avec l'introduction de multiprocesseurs, on peut exécuter plusieurs instructions simultanément. C'est-à-dire, sur chaque processeur, on a une instruction qui s'exécute. Parce qu'il y a plusieurs processeurs, on a plusieurs instructions qui s'exécutent parallèlement. Ce qui veut dire qu'on a plusieurs programmes, processus qui s'exécutent, chacun sur un processeur. Voilà. Alors, parallèlement à cela, il faut exprimer. C'est-à-dire que si je veux écrire un programme parallèle qui va s'exécuter sur une machine multiprocesseur, il me faut des langages qui vont exprimer le parallélisme. D'accord? Bon, quand je dis parallélisme, je dis deux choses en réalité. J'ai dit l'exécution parallèle de processus, parfaitement parallèle, mais aussi, parfois, il y a l'exécution séquentielle. D'accord? C'est-à-dire, quand j'exécute un processus, il termine, je vais charger un autre juste après. Donc, il y a deux modes dans les multiprocesseurs. Il y a l'exécution parallèle, simultanée, et il y a l'exécution séquentielle. Donc, le parallélisme implique deux modes d'exécution, la séquentialité et le parallélisme. Voilà, ce sont les deux modes qui existent. Très bien. Donc, on a besoin, comme j'ai dit, de langage qui nous permet d'exprimer le parallélisme. Alors, je vais commencer par décrire un petit peu c'est quoi un programme séquentiel que tout le monde connaît, c'est juste un rappel, d'accord? C'est une suite d'instructions qui s'exécutent les unes après les autres. Vous allez dire, monsieur, c'est ça. Hein? J'exécute une instruction, je ne passe à la prochaine que si je termine l'instruction en cours. Je parle d'instruction machine. Les instructions machines sont indivisibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand j'entame l'exécution de cette instruction-là, je ne peux pas l'interrompre jusqu'à ce qu'il se termine. Le point observable existe entre les deux, entre l'exécution des deux instructions. OK? On ne peut pas interrompre une instruction machine. C'est très bien. Et quand j'exécute une instruction, je fais changer le processus d'un état à un autre. Ça veut dire quoi? L'état d'un processus, c'est quoi? C'est l'état de ses variables. Un processus a des variables. Il n'y a pas que des variables, mais aussi, bon, je vais me limiter aux variables, simplifier. Il a des variables. OK? Les variables ont des valeurs. Quand j'exécute une instruction, il y a une ou deux ou je ne sais pas combien de variables qui vont changer de valeur, éventuellement. Donc, je passe d'un état à un autre. Voilà, je fais l'exécution d'une instruction, fait changer le processus d'un état à un autre. OK? Alors, il reste 10 minutes et la session va se couper. Quand elle se coupe, je vais me reconnecter. Attendez quelques 20 secondes, je me reconnecte et vous aussi. Mais vous pouvez ne pas attendre, d'accord? Parce que quand je me connecte, je vous trouve et je vous admets. OK? Voilà, faites-le très rapidement pour ne pas tarder, s'il vous plaît. OK? Il reste à peu près 9 minutes maintenant. Bien. Bon, j'ai dit l'état aussi l'état des variables et des ressources éventuellement utilisées. Bon, pas, ça existe, mais je ne vais pas en parler parce que le temps. Les instructions du langage machine sont considérées. Donc, on parle des instructions machine. Alors, nous, pour le moment, on ne va pas parler de processus, d'accord? Le processus, c'est l'entité de base, comme j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction. J'ai dit, il y a deux entités de base. Il y a les processus et les ressources. Ça, j'en ai parlé. OK. Je vais m'intéresser à ce qu'on appelle la notion de tâche. Tâche, c'est un sous-processus, hein, si j'ose dire, entre guillemets, hein, un sous-processus. Une tâche, c'est quoi? C'est en réalité, je prends un processus, je coupe avec les ciseaux, je coupe quelques instructions. Un groupe d'instructions séquentielles, je les coupe, je dis, bon, ça, c'est une tâche. Donc, une tâche, c'est quoi? C'est une unité élémentaire de traitement, ayant une cohérence logique. Sa taille peut être variable. Par exemple, vous avez le processus P1, lire X, X soit X plus 1, écrire X. C'est facile. Ce processus-là, je vais le découper en plusieurs tâches. Tâche, c'est un groupe d'instructions.
Par exemple, lire x, je vais la considérer comme étant une tâche T1. X soit x plus 1, T2. Écrire x, c'est la tâche T3. C'est un découpage possible. Mais quelqu'un d'autre vient dire, bon, moi, monsieur, je vais mettre lire x, x plus 1. Pour moi, c'est une seule tâche, c'est la tâche T1. Et écrire x, c'est la tâche T3. T2, pardon. C'est tout. Quelqu'un d'autre dit, non, moi, je vais mettre lire x, c'est une tâche. X soit x plus 1 et écrire x, c'est la tâche T2. Donc, le découpage, c'est au besoin. On découpe comme on veut. Mais la seule chose est que ce découpage-là, si je prends lire x, si je veux la découper en instruction assembleur, en instruction élémentaire, lire x veut dire quoi? Veut dire prendre une valeur d'un périphérique, la mettre dans un registre, puis la prendre du registre, la mettre dans la variable x. C'est bien ça. C'est deux instructions élémentaires. X soit x plus 1 veut dire, je vais charger la valeur de x dans un accumulateur, vous connaissez, dans un registre. Je vais lui ajouter 1 dans le registre et je vais la sauvegarder dans x. Bon, si je prends écrire x, c'est autre chose. D'accord? Bon, je vais me limiter à ces deux choses, à ces deux instructions. Si maintenant je liste mon programme, mon processus P1 avec ces deux instructions de base de lire x et les trois instructions de base de lire de x soit x plus 1. Et je vais faire un regroupement qui est le suivant. Je vais prendre les deux instructions de base de lire x, je vais leur ajouter l'instruction, la première instruction de x soit x plus 1. C'est celle de charger le contenu de x dans le registre. Ces trois instructions de base, je vais les prendre comme étant une tâche T1. Ah, vous allez dire, monsieur, ce découpage-là. Et le reste, les deux autres, je vais mettre T2 et écrire x, c'est T3. Vous allez dire, monsieur, le découpage n'est pas très, très bien fait. Pourquoi? Parce que c'est vrai que vous avez contenu les x, mais vous avez pris une partie de x, soit x plus 1, qui n'est pas complète. C'est une petite partie qui n'est pas... Donc, c'est un découpage qui n'a pas un sens logique. Voilà l'idée. C'est ce qu'on veut dire, la cohérence logique. C'est ça. OK? Donc, on découpe, on regroupe des instructions de telle sorte que l'ensemble des instructions me donne quelque chose qui a une signification. OK? Donc, voilà, Shabab. Donc, finalement, c'est la notion de tâche. On va démarrer avec cette notion de tâche qui va nous être utile jusqu'à la fin du chapitre. On ne va plus parler de processus seulement, mais principalement des tâches. C'est quoi un programme concurrent? On a parlé de programme séquentiel tout à l'heure. C'est bien ça? Séquentiel, section 1, 2, 3, jusqu'à la fin. OK? Et bon, ça c'est facile ici, on peut comprendre. C'est quoi un programme concurrent? Je n'ai pas dit un programme parallèle, je dis un programme concurrent. Un programme concurrent, ça veut dire qu'il y a de la concurrence. Il y a de la compétition. Compétition, ça veut dire qu'on veut faire les choses de manière parallèle, ensemble, en même temps. Voilà ce que ça veut dire. Oui, c'est vrai. Un programme concurrent, un programme, il est là pour s'exécuter, c'est des instructions. Concurrent, ça veut dire au sein des programmes, il y a la concurrence. Ça veut dire qu'il y a des instructions qui s'exécutent en parallèle. Voilà. Donc, un programme dont certaines instructions ne s'exécutent pas de manière séquentielle, mais partagent les mêmes variables, ça c'est important, et des programmes concurrents. Si on a au moins deux instructions qui s'exécutent en parallèle dans un programme, on dit qu'il est concurrent. Mais ces instructions-là partagent les mêmes variables, c'est-à-dire on a une même zone de données, parce qu'il y a des instructions qui s'exécutent en parallèle, elles vont le faire, mais elles vont accéder aux mêmes variables. D'accord? On peut partager la même variable. OK. Bien, alors on va faire un raisonnement. Je considère une expression que vous voyez ici. E égale à x moins y sur x, z plus t. C'est bon? Si je veux calculer de manière séquentielle cette expression, je vais faire quoi? Je vais calculer x moins y, puis, point virgule, point virgule, puis z plus t. Puis, les deux résultats, je les utilise pour faire le quotient. Parce que j'ai déjà calculé x moins y, j'ai déjà calculé z plus t. Je vais utiliser les deux résultats pour faire le quotient. Donc, ces trois instructions qui se sont exécutées de manière séquentielle. Ça, c'est l'évaluation séquentielle. OK? Si maintenant,
je veux faire une évaluation concurrente. Concurrente, programme concurrent. C'est-à-dire certaines instructions peuvent s'exécuter en parallèle. Je peux, vous êtes d'accord avec moi, exécuter, calculer x moins y et z plus t en parallèle, simultanément. Vous êtes d'accord? En même temps. Ces deux instructions se sont exécutées en parallèle. Oui ou non? Et quand je termine, et uniquement quand je termine l'exécution de ces deux instructions-là, en parallèle, puis, donc le puis, je vais exécuter le quotient, qui est la division des deux résultats que j'ai déjà obtenus. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est un programme concurrent. C'est un programme concurrent. C'est le même programme. Vous voyez, c'est les mêmes variables qui sont partagées. D'accord? De manière globale dans le programme, hein, c'est Z, X, Y, Z, T. D'accord? Et bien, voilà. Donc, j'ai obtenu un programme concurrent. Le programme concurrent, quand il y a le parallélisme, quand on fait les choses de manière simultanée, vous êtes d'accord avec moi qu'en général, on gagne du temps par rapport à l'exécution séquentielle. Si je considère que, pardon, que chaque instruction prend une unité de temps, une unité, l'exécution séquentielle, c'est 3 unités de temps. Mais si j'exécute de manière parallèle, ça c'est simultané, ça prend une seule unité de temps en parallèle. Et ça c'est une unité de temps. J'ai gagné une unité de temps. C'est bien, un tiers. C'est très bien. D'accord? Voilà. Bon, maintenant on a introduit, c'est quoi un système de tâches? Pardon, un programme concurrent. C'est quoi un système de tâches? Vous avez remarqué que quand on veut exprimer la concurrence, quand on veut écrire un programme concurrent, il y a deux choses qu'il faut considérer. Le parallélisme et la séquentialité. Exécution parallèle d'instruction, exécution séquentielle d'instruction. Mais je ne vais pas parler d'instruction, je vais parler de tâches plutôt, de tâches, qui est un groupe d'instructions. Tout à l'heure, X moins Y, je le considère comme étant une tâche. Et l'autre aussi une tâche. Le quotient, c'est une autre tâche. Voilà, je vais parler en termes de tâches. Ce sera plus regroupant. OK? Et là, donc, on va aboutir à ce qu'on appelle un système de tâches. Donc, l'idée finalement, j'ai un programme séquentiel que j'ai découpé en plusieurs tâches, tâche 1, tâche 2, tâche 3, tâche N, et je vais essayer de faire un montage d'exécution concurrente. Des instructions, enfin des tâches peuvent s'exécuter en parallèle, certaines tâches s'exécutent en séquentiel. Je vais décrire tout cela. Quelles sont les tâches qui vont s'exécuter?
Bien, donc j'ai dit tout à l'heure que on a plusieurs tâches qu'on veut organiser pour s'exécuter selon une certaine manière, un ordre. Je dois décrire celle qui s'exécute en parallèle et celle qui s'exécute de manière séquentielle. OK? Très bien. Et donc, avant de commencer, je dois tout d'abord définir cette notion-là de précédence. Alors, je tiens à vous dire maintenant que je prends deux tâches, T1 et T2. Ces deux tâches-là, elles peuvent s'exécuter en parallèle, mais elles peuvent s'exécuter de manière séquentielle. D'accord? Alors, si je vous dis que ces tâches-là s'exécutent de manière séquentielle, ça veut dire qu'elles ne s'exécutent pas en parallèle. C'est bien ça. C'est logique. Autrement dit, quand je décris un système de tâches, ou bien un programme concurrent, je vais indiquer lesquelles des tâches qui doivent s'exécuter en séquentiel. Le reste, c'est automatique. Si je ne dis pas que cette tâche et cette tâche-là s'exécutent en séquentiel, ça veut dire qu'automatiquement, elles vont s'exécuter en parallèle. Vous êtes d'accord avec moi? C'est bien ça, c'est une façon de voir. C'est une façon de voir. Et bien, c'est ce qu'on va faire. C'est pour cela que je vais m'intéresser surtout à la précédence entre les tâches. Et on définit ce qu'on appelle une relation de précédence. J'ai un groupe de tâches, je vais dire lesquelles qui vont s'exécuter en séquentiel. Si je n'indique pas la séquentialité de tâches, ça veut dire que c'est le parallélisme. Voilà, c'est tout simple que ça, c'est par défaut. OK? Très bien. Et donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse à ce qu'on appelle la relation de précédence entre tâches. On a un ensemble de tâches, de manière générale, d'accord? Et on a une relation de précédence que je note inférieure. Celle-ci doit vérifier ceci. Quelle que soit une tâche qui appartient à cet ensemble, on ne peut pas dire qu'une tâche précède la même tâche. Et soi-même, une tâche précède soi-même, ça n'existe pas. Ce n'est pas réflexif, d'accord? Si on a deux tâches T qui appartiennent à E, quelles que soient ces tâches-là, si T est inférieur à T', on ne peut pas dire que T' est inférieur à T, vous êtes d'accord avec moi? Si une tâche précède T précède T', je ne peux pas dire que T' précède T, ça n'a pas de sens. C'est clair, c'est asymétrique. Si on a trois tâches T', T' et T secondes, de telle sorte que la tâche, si je sais que T précède T', et je sais que T' précède T secondes, vous allez dire, monsieur, automatiquement, T précède T secondes. C'est normal. Vous êtes d'accord? Voilà. Ça, c'est la notion de relation de précédence avec ses propriétés. Maintenant, un système de tâches, c'est quoi? C'est ce que je voulais définir. Un système de tâches, en réalité, c'est un programme concurrent. Il représente un programme concurrent. Donc, ce qu'on va dire, quelles sont les tâches? Je vais définir l'ensemble des tâches. Je dois les décrire. Toutes les tâches. Et je dois donner la relation de précédence entre les tâches. Quelle est la tâche qui précède l'autre? Quelle est la tâche qui précède l'autre? Voilà, je vais lister tout cela. C'est tout. Voilà un exemple. Voilà. J'ai un système de tâches, j'ai un ensemble de tâches plutôt, E, qui est composé de 4 tâches. Et voilà, je définis mon système de tâches avec E et la relation entre les tâches. Voilà la relation entre les tâches. La relation entre les tâches, c'est celle-ci. Il faut que T1 s'exécute avant T3. T1 précède T3. T2 précède T4, T1 précède T2. C'est tout. Voilà. C'est mon système de tâches. En dehors de ça, les tâches sont parallèles. C'est une façon de décrire un système de tâches. OK, Shabab? Bon, là, vous allez être gêné dans le sens où vous ne pouvez pas savoir comme ça facilement quelles sont les tâches qui sont parallèles. On voit bien les tâches qui sont séquentielles. Je sais que T1 précède T3, T2 précède T4. Maintenant, T1 et T4, comment elles sont? Est-ce qu'elles sont parallèles ou non? Je ne sais pas comme ça. Je ne sais pas. A priori, oui, mais ce n'est pas sûr. OK? Donc, il faut déceler les tâches qui sont parallèles. Comment? Alors, heureusement, on a ce qu'on appelle la représentation graphique. On va voir par la suite. Alors, maintenant, ça, en pratique, si je dis que TI
la tâche TI est inférieure à TG, ça veut dire que la terminaison de TI doit avoir lieu avant l'initialisation de TG. C'est-à-dire qu'il faut que je termine l'exécution de TI avant que j'entame l'exécution de TG. C'est logique, c'est normal. Si je dis que TI ne précède pas TG, ça c'est pour dire ne précède pas, et TG ne précède pas TI, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exécution de TI et TG est sans importance. Il n'y a pas de contrainte. Je peux les exécuter dans n'importe quel ordre. Je peux les exécuter en séquentiel, TI puis TG ou bien TG puis TI, parce que rien n'est exigé, je le fais. Mais si je veux gagner en temps, il vaut mieux les exécuter en parallèle. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut les exécuter en parallèle. Donc, s'il n'y a pas d'exigence de séquentialité, on dit que les tâches TI et TG sont parallèles ou indépendantes. OK? Et donc, je peux les exécuter, comme j'ai dit, dans n'importe quel ordre. Et l'ordre qui me gagne du temps, c'est le parallèle. Je peux les exécuter en parallèle. OK? T1, votre collègue dit que T1 inférieur à T4. On va le déduire après. Facilement. OK? Bien. Donc là, c'est juste quelques précisions. Donc, s'il n'y a pas de contrainte d'exécution entre deux tâches, ces tâches-là sont dites concurrentes ou bien parallèles ou bien indépendantes. Bien. Représentation graphique. Tout à l'heure, on a représenté un système de tâches de manière analytique, c'est-à-dire qu'on a donné l'ensemble des tâches et on a donné la relation de précédence entre les tâches. OK, Chebab? Ça va jusque-là? Bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de voir mieux. Je veux voir mieux ce système de tâches. Alors, heureusement, on a la représentation graphique. Un système de tâches peut être décrit de manière graphique. Alors, le système de tâches, c'est quoi? Déjà, il décrit l'ordre dans lequel les différentes tâches du système doivent être exécutées. C'est ça le but du système de tâches. Cet ordre peut être décrit schématiquement par un graphe de précédence. Donc, je peux représenter le système de tâches d'une autre manière. C'est à travers un graphe schématique dont les lignes représentent les tâches et les arcs, les relations de précédence entre tâches. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Voilà le système de tâches de tout à l'heure. Voilà la relation de précédence. Voilà comment je le présente de manière graphique. Lignes, ce sont des tâches. OK? Vous voyez les tâches? Et les arcs, les précédences entre les tâches. Cet arc-là signifie que T1 s'exécute avant T3. C'est-à-dire T3 ne peut commencer son exécution que si T1 se termine. Là, on voit clairement. Vous voyez, là où il y a la précédence, les tâches sont séquentielles. Alors, T1 précède T3, T1 précède T2, T2 précède T4. Là, par transitivité, ce qu'on a dit tout à l'heure, T1 précède T4. Vous êtes d'accord avec moi? T1 et T4 sont séquentiels. C'est la transitivité. D'ailleurs, on le voit ici. T1, T2, puis T2, T4. Donc, on déduit déjà que T1 précède T4, comme a dit votre collègue tout à l'heure. Vous voyez, mais on ne peut pas dire plus. Vous voyez, on ne peut pas déduire tout. Mais là, on peut voir mieux. Ben, T1 et T2 et T3, comment elles sont ici? Comment elles sont T1, T2 et T3? Elles sont concurrentes. C'est bien ça, elles sont parallèles. T3 et T4, comment elles sont? Elles sont aussi concurrentes. Vous voyez, on le voit clairement dans le graphe de précédence du système de tâches. Donc là, il y a une bijection. Je peux partir aussi de ce graphe-là vers le... Vous voyez, donc il y a une bijection. Très bien, on va continuer. C'est ce que j'ai dit, donc voilà. Comme terminologie, ça c'est la terminologie. Quand je vois le graphe de précédence, je vois autre chose aussi. Je ne vois pas seulement la relation de précédence entre les tâches, le parallélisme, surtout. Mais je vois aussi autre chose. Je vois que T1 est une tâche initiale. Vous voyez que le graphe de précédence, il est orienté. C'est un programme qui s'exécute. Il a un début, il a une fin. Il commence par quoi le graphe de précédence?
quand je veux exécuter ce système de tâches-là, je commence par quelle tâche? Je commence par T1. T1, c'est une tâche initiale. D'accord? C'est la tâche initiale, c'est très bien. Voilà. Et les tâches, le programme se termine par quelle tâche? Dites-moi. Il se termine par quelle tâche? Quelles sont les tâches qui vont être exécutées en dernier? T3 et T4. T3 et T4. D'accord? Ce sont les tâches terminales. T3 et T4. Mais je ne sais pas laquelle qui va se terminer en premier, laquelle qui va se terminer en dernier. Je ne le sais pas. Je sais que ce sont les dernières. Elles peuvent se terminer en même temps. Elles peuvent se terminer, je ne sais pas, T4 avant T3 ou inversement. Je ne le sais pas. Tout dépend des temps d'exécution de chaque tâche. D'accord? Mais je sais que ce sont des tâches terminales. Ça, je le sais. OK? Très bien. Donc, T2 est un successeur immédiat de T1. C'est-à-dire, quand je termine T1, je lance T2. Immédiatement. C'est un successeur immédiat. T4 est un successeur de T1. Vous êtes d'accord? Mais ce n'est pas un successeur immédiat. Il est successeur de T1, mais il n'est pas immédiat. C'est T2 qui est immédiat. T2 et T3 sont indépendantes. Et même T3 et T4. Ça veut dire qu'elles s'exécutent dans n'importe quel ordre. Elles s'exécutent en parallèle. OK? Voilà, ça c'est la terminologie. Alors, là, je vous donne notre graphe. Ce graphe-là, vous le voyez. Ce graphe-là possède ce qu'on appelle un arc redondant. Un arc redondant. Il est redondant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est double. Redondant, la redondance, double. Il est en plus. Je peux l'enlever parce qu'il est déjà représenté. Je sais que T1 précède T2, je sais que T2 précède T3. Automatiquement, je sais que T1 précède T3. Je n'ai pas besoin d'ajouter cet arc-là. Et bien là, il faut l'enlever. Sinon, ce n'est pas un graphe de précédence. Un graphe de précédence ne doit pas contenir d'arcs redondants. Il faut éliminer tous les arcs redondants. Et voilà la méthode pour éliminer tous les arcs redondants. La redondance peut être éliminée en gardant uniquement les arcs T et TG vérifiant. Quel que soit TK, on ne peut pas avoir T inférieur à TK et TK inférieur à TG. C'est-à-dire au milieu, on ne peut pas avoir TK, comme ici. D'accord? J'ai un arc T1, T3, vous le voyez, T et TG, mais entre les deux, il y a T2. Il ne faut pas, cet arc-là, il faut le supprimer. Quand on a des arcs comme ça, il y a au milieu, entre eux, d'autres précédences, il faut supprimer l'arc. Voilà l'idée. OK. Comportement d'un système de tâches. Un comportement de l'être humain, c'est les actions de l'être humain. Ce qu'il fait, il est en train de faire quelque chose. D'accord? C'est ses actions. C'est quoi le comportement d'un système de tâches? Un système de tâches, c'est un programme. On a vu sa représentation analytique, on a vu sa représentation graphique. C'est un programme qui va s'exécuter, qui va obtenir un résultat. C'est bien ça? Très bien. Alors, ce programme-là, il va s'exécuter. Il a des variables qu'il va modifier. Il va passer par des états. D'accord? Eh bien, il a un comportement. Donc, il y a une exécution de ce programme. Comment il va s'exécuter? Très bien. Comment il va s'exécuter? Voilà la définition d'un comportement. Qu'est-ce que c'est un comportement? Vous pouvez vous comporter de plusieurs manières. Vous pouvez vous asseoir toute la journée sans rien faire. Vous pouvez vous asseoir 1 heure, puis être debout, aller manger, revenir, vous asseoir 2 heures, faire telle chose. Ou bien, vous pouvez dormir. Donc, l'être humain, durant la journée, pour passer la journée, il peut se comporter de plusieurs manières. C'est bien ça. Eh bien, un système de tâches aussi peut avoir plusieurs comportements possibles. Si vous avez un programme séquentiel, la tâche T1, puis T2, puis T3, là, il y a un seul comportement. J'exécute T1, puis j'exécute T2, puis j'exécute T3. Donc, il y a une seule exécution possible. Un comportement, c'est une exécution. Donc, voilà. Il s'exécute d'une seule manière. Mais si j'ai le programme de tout à l'heure, vous voyez des tâches parallèles, là, je peux exécuter de plusieurs manières. D'accord? Les tâches séquentielles, je n'ai pas le choix, je dois les exécuter en séquentiel, mais là où il y a le parallélisme, je peux exécuter dans n'importe quel ordre. Donc, il y a plusieurs exécutions possibles de manière générale pour un système de tâches.
Donc, un comportement d'un système de tâches est le résultat de l'entrelacement ou bien la linéarisation permis. Permis, c'est-à-dire autorisé. Hein, on ne fait pas n'importe quoi de l'exécution des tâches du système. OK? L'exécution d'un système de tâches peut définir plusieurs comportements différents. C'est normal, c'est ce que je dis. Donc, plusieurs entrelacements. Et l'ensemble de ces comportements définit ce qu'on appelle le langage de système de tâches. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez ce système de tâches, vous le voyez, je l'ai défini de manière graphique. Je dois exécuter T1. Quand T1 se termine, je lance T2 et T3. Et quand T2 et T3 se terminent, je peux lancer T4. C'est-à-dire que T4 ne peut s'exécuter que si T1 et T2 terminent. Et T2 et T3 ne peuvent s'exécuter que si T1 se termine. Alors, si je vois les comportements possibles de ce programme, de ce système de tâches, les exécutions possibles, qu'est-ce que je peux faire comme exécution possible? Je suppose que ce programme-là, je propose que ce soit comme ça. Hein? Donc, j'interprète les tâches, lire n, n reçoit n plus 2, n reçoit n sur 3, écrire. OK? Alors, les comportements possibles, on va les décrire. Je vais juste faire des préparations. Je suis en train de préparer mon tableau de bord. Hein? D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux dire ici, en plus de comportements. D'accord? Alors, je vais découper les tâches T2 et T3. D'accord? T1, je ne la découpe pas. T4, je ne la découpe pas parce que ce n'est pas nécessaire dans ce système-là. Vous allez voir. Mais par contre, la tâche T2 et la tâche T3, je vais les découper en voilà, en instruction machine. Là où, donc, mettre n reçoit n plus 2, ça veut dire que je vais charger la valeur de n dans un registre R1, je vais lui ajouter 2 dans ce registre, et puis je vais sauvegarder le contenu du registre dans n. Voilà, ça veut dire n reçoit n plus 2. Je vais faire de manière similaire pour l'autre. n reçoit n sur 3. Là, je vais charger dans le registre R2, je vais diviser par 3 et je vais sauvegarder le contenu du registre dans N. D'accord? Ce sont les instructions de base qui composent cette tâche et respectivement cette tâche. OK? Donc là, je l'appelle petit a, petit b, petit c et la même chose pour l'autre, mais en prime. OK? Bien. Ça, c'est juste des préparatifs. Bon, je vais donner des comportements possibles. Voilà, c'est ce qu'on veut. Comportement d'un système de tâches est le résultat de l'entrelacement. Je vais entrelacer, ça veut dire je vais linéariser, je vais mettre en ligne, je vais exécuter de manière séquentielle. Voilà ce que ça veut dire. Je vous dirai à un moment donné, au bon moment, pourquoi on fait ça. Mais je fais les choses de manière réglementaire. Je ne vais pas faire n'importe quoi. Je sais que mon système de tâches, il commence par T1, vous êtes d'accord? Je dois commencer par T1. T1, c'est ABC. Non, pardon. C'est T1. J'exécute T1. Voilà T1. Puis, quand je termine T1, qu'est-ce que je vais faire? J'ai une possibilité d'exécuter T2 puis T3. D'accord? Donc, je mets ABC, après B', C'. Et quand les deux se terminent, et uniquement quand les deux se terminent, j'exécute T4. T4 doit venir ici. Je ne peux pas mettre T4 juste après ABC. Ce n'est pas permis. Hein? Ce n'est pas permis. Parce que T4 doit attendre aussi T3. Vous êtes d'accord? Je ne peux pas la mettre ici, à ce niveau-là. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça ce qu'on appelle la permission, hein? L'autorisation. OK. Donc, j'exécute un comportement possible. Vous êtes d'accord que c'est celui-là? J'exécute T1, c'est la tâche initiale. J'exécute T2 puis T3 et puis j'exécute T4. D'ailleurs, c'est clair que T1 et T4, tâche initiale, tâche terminale. C'est la seule. Je dois commencer par T1, je dois terminer par T2. D'accord? Alors, si j'évalue, si je donne le résultat, hein, en supposant que la valeur initiale de n est égale à 10, supposons que n est égal à 10 initialement, donc on est la valeur de n, c'est 10. Qu'est-ce que je vais faire? ABC, donc je vais mettre n plus 2, ça devient 12. Que je divise par 3, ça devient 4, que j'écris, donc le résultat n égale à 4. C'est bien ça? OK. Je vais définir un autre comportement permis, autorisé, et notre exécution. Je dois toujours commencer par T1, je dois toujours terminer par T4.
Mais là, je décide parce qu'on m'a mis ici que T2 et T4 ne sont pas séquentielles, elles sont parallèles. Alors, je peux dire j'exécute T3 puis T2. Personne ne m'empêche. Je vais le faire. OK. Je vais lire la valeur de n. Je vais la mettre dans un registre. Maintenant, n contient 10. Bon, je vais tout d'abord mettre n, soit n sur 3, toutes les 3 sous instruction. Donc, je divise par 3. Je vais mettre dans le registre R2, 10. Je vais diviser par 3, ça devient 333. Je vais mettre dans n, ça devient 333. OK, n, c'est 333. Et puis, j'exécute ABC. ABC, c'est ça, c'est le T2. Ça veut dire que j'inverse. J'inverse les deux. Donc, le résultat que j'ai actuellement, c'est 333. Je me base dessus. Je vais le charger dans R1, c'est ça. Je vais ajouter 2, 533, et je vais écrire la valeur de ce registre dans N, ça devient 533. Vous remarquez que cette exécution-là, ce comportement et ce comportement-là engendrent les deux des valeurs différentes pour N. Vous avez remarqué ça. Faisons une autre exécution, un autre comportement permis. T1 et T4, c'est clair qu'ils sont initiales et terminales, je n'y peux rien. Et qu'est-ce que je peux faire ici? La tâche A, B, C, la tâche T1, T2 et la tâche T3, elles contiennent trois instructions. Je peux les considérer comme étant des sous-tâches. Et donc, ces instructions-là, la tâche n'est pas indivisible. Je peux exécuter, par exemple, A'. J'exécute A, c'est celui-là. J'exécute après ça. Je peux exécuter B, B', C'. Personne ne m'empêche. Je peux le faire. Je fais ce qu'on appelle l'entrelacement. Déjà, la tâche T2, si je la décompose ici, c'est en réalité 3 tâches séquentielles. Petit a, petit b, petit c en séquentiel. Imaginez, A', B', C' en séquentiel. Et donc, j'ai 3 tâches ici, 3 tâches ici. Donc, je peux entrelacer. J'exécute le petit a, petit b, pardon, le petit a, petit b, petit c'. Je peux faire d'autres comportements aussi, hein, il y en a plein. Oh ben, pardon, pas mal, d'accord? Donc, il n'y a pas que ces deux comportements-là, T2, T3, bien T3 plus T2. Non, il y a des comportements avec décomposition de tâches parce que je peux décomposer. La seule instruction qui n'est pas décomposable, c'est l'instruction machine. Je dois l'exécuter jusqu'à la fin. Je ne peux pas l'interrompre au milieu pour exécuter une autre. Ça, on l'a dit tout à l'heure. OK? Et donc, si j'exécute ceci, on va le faire minutieusement. Vous allez voir qu'il peut y avoir des surprises. D'accord? Déjà, il y a un résultat qui est différent des deux autres. Vous voyez, hein? Il est différent de T2 puis T3, il est différent de T3 puis T2. C'est un autre résultat. D'ailleurs, on va le suivre minutieusement. Alors, j'exécute T1, ça veut dire que je vais lire la valeur de N. N va contenir, hein, dans la variable 1, j'aurai 10. C'est bon. A veut dire quoi? A veut dire, je prends la valeur de N, je la mets dans R1. N, c'était 10. Quand je la mets 10 dans R1, ça devient 10. R1 va être 10. Juste après, je vais faire la même chose dans R2. La même valeur de N, hein, je ne vais pas encore modifier N, hein, c'est toujours 10. Voilà, c'est ça la différence. 10, je vais la mettre dans le registre R2. Donc R1 et R2 contiennent la même valeur qui est 10. On a les. Et puis je vais faire un calcul local. B, BC ou bien CB, c'est qui? Vous allez voir que c'est qui. B c'est quoi? La valeur R1 qui était 10, je lui ajoute 2. La valeur de R2 qui est 10, je lui divise par 3. Je vais faire ça en premier ou ça en premier, ce n'est pas un problème. Parce qu'on travaille sur deux variables différentes, l'ordre n'est pas important. Mais après, une fois que les calculs sont faits, les deux calculs P et BP, là, il y a la confirmation du résultat. Store R1N, store R2N. Je ne sais pas qui est-ce qui va prendre. Les deux veulent mettre leur valeur dans N. Celui qui met la valeur dans N en dernier, c'est celui-là qui va prendre dans sa valeur, celui-là dans sa valeur restera dans le N. C'est bien ça? Donc, là, c'est B', C'. B', ça veut dire la valeur que j'ai ajoutée ici qui est 12. Je vais la mettre dans N. OK. Hein? High N égale à 12. Et C', la valeur de
de R2 qui était combien? C'était 10, 10 divisé par 3, c'est 3,33. Eh bien, je la mets dans 1. Elle s'écrase, la valeur de 12, elle est partie, et c'est la valeur 3,33 qui va rester. Voilà. Et on peut faire l'inverse. On peut faire B, notre comportement avec C'. Là, qu'est-ce que j'ai mis? Attention. J'ai mis A', c'est bien ça. B, C, j'ai terminé, pardon. J'ai mis en tête quelque chose que j'ai décrit qui n'est pas ce qui est écrit. Je m'excuse, je reviens, d'accord? En réalité, qu'est-ce que j'ai terminé la tâche T2, j'ai terminé en entier. J'ai mis BC, c'est-à-dire j'ai ajouté 2 à 10 dans le R1, ça devient 12, et je l'ai confirmé dans 1. Voilà ce que j'ai. Je l'ai confirmé dans 1, c'est ça. Par la suite, la valeur 10 dans R2, je l'ai divisé par 3, ça devient 3,33, et je l'ai confirmé dans N, ça devient 3,33. Voilà ce que j'ai. Ça, c'est un comportement possible. On peut imaginer d'autres comportements. Mais vous remarquez bien que le plus important, c'est à ce niveau-là. C'est ceux-là. Pardon, c'est C et C'. Qui confirme en dernier? C'est ça qui va rester. D'accord? A' ou bien A', c'est kiff. Maintenant, B', C', là je calcule avant. B', C' et BC. C'est-à-dire, je confirme C' et puis le C. D'accord? Ça donne la valeur 12. Ça change. OK? Voilà. Vous remarquez que N prend des valeurs vraiment différentes pour les 4 comportements. 4, 5,33, 3,33, 12. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est les comportements. On peut imaginer d'autres comportements. Hein? On peut imaginer d'autres comportements. Maintenant, vous comprenez, hein, vous avez compris la notion de comportement. C'est bien ça. Tout le monde a compris c'est quoi un comportement. Il doit être permis. S'il n'est pas permis, je ne peux pas le mettre. D'accord? Tout est permis ici. J'ai mis T2 puis T3. C'est bon parce que c'est indépendant ici. J'ai mis T3 puis T2, c'est la même chose. Là, j'ai mis A'. Il est permis A', il n'y a aucun problème, parce qu'ils sont indépendants A et A'. Mais A avec B, il faut que A termine pour mettre B. Oui, B est ici, parce que A est terminé. La même chose. Le C, il faut que le B termine pour mettre C. Le B', il faut que A' termine pour mettre B'. Je dis oui, c'est un ordre relatif. Le C', il faut que B' termine pour mettre C'. C'est respecté. Et c'est la même chose ici. Donc, les comportements sont permis. Et il y en a d'autres. Vous remarquez bien qu'il y a beaucoup de comportements. Beaucoup. Mais il faut garder l'ordre relatif. A, B, C, il faut le garder. A', B', C', il faut le garder entre eux. OK? Très bien. Alors, voilà ce qu'on va faire. On a les deux instructions T2 et T3. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a chargé la valeur de N dans un registre R1. Ça, c'est une étape qu'on appelle la lecture de données. J'ai lu la valeur de N, je l'ai lu, je l'ai mis quelque part dans R1 ici. D'accord? C'est une lecture de données. Vient une étape de traitement. D'accord? L'étape de traitement. J'ai fait un traitement. Et il y a l'étape de sauvegarde de résultats. Lecture de données, traitement local, sauvegarde de résultats. Kiff ici. Lecture, traitement, sauvegarde. Donc, DTF. Alors, remarquez bien ici que quand j'ai mis A', B, C, c'est-à-dire j'ai fait un calcul et j'ai confirmé. Et puis, je fais un calcul et j'ai confirmé. Vous remarquez bien que, imaginez que je déplace B', je le déplace ici, là, ici. Je vais faire B un calcul et un autre calcul ici, B'. Qu'est-ce qui va se passer? Rien ne va changer. Le résultat est toujours le même. C'est un calcul local. Je peux même mettre B', je le mets avant le B. L'essentiel qu'il soit après, parce que là, c'est obligatoire. Je peux le mettre ici. Ça ne change rien. Je fais après, mais je fais un calcul. Et le plus important, c'est C et C'. L'ordre entre C et C'. Là, c'est déterminé. Donc, c'est pour cela que quand on définit les comportements, on ne va pas se préoccuper de T. Je peux supprimer carrément le B et le B'. Le B et le B', je le supprime.
je vais garder que la lecture, parce que la lecture est importante. Quand est-ce que je lis? Ici, le après, quand est-ce que j'ai lu? J'ai lu quand j'ai confirmé le résultat. Là, j'ai lu en même temps. C'est différent, ça donne des résultats différents. D'accord? Parce que les valeurs que je vais lire ne sont pas forcément les mêmes. Ça, c'est un résultat que je vais lire. Mais là, c'est la donnée qu'on a ensemble, qu'on lit, 10-10. Vous voyez? Mais le B et le B', comme j'ai dit, je peux les supprimer dans le comportement. Donc, c'est pour cela qu'on dit que seules les lectures et écritures influencent le comportement. Donc, en résumé, si je reprends maintenant T2, T3, je garde A et C, A', C', c'est-à-dire je garde que les tâches de lecture, les phases de lecture et d'écriture. Et là, ça me permet de restreindre les comportements. Parce que si j'utilise le B et le B', je vais écrire d'autres comportements. Il y a beaucoup de comportements que je vais écrire, mais qui sont inutiles. Il y a certains comportements qui sont les mêmes, qui donnent le même résultat. Donc, pourquoi me déranger d'écrire un comportement qui donne le même résultat qu'un autre? Eh bien, c'est pour cela qu'on simplifie. Je dis bien, on simplifie de cette manière. On ne garde que D et F. Donc, si je prends T2, c'est D et F. Hein, je reprends ce comportement-là. D, F, celui-là, je le saute. D', F', celui-là, je saute. J'aurai ce comportement-là. Celui-là, c'est l'inverse. T1, D', F', D, F, T4. Maintenant, un autre comportement possible. T1, D', D', c'est kiff kiff. D' ou D', c'est kiff kiff. F'. Un autre comportement, D', je garde le même, mais F'. Alors, c'est les seuls comportements possibles en réalité. Ce sont les quatre, il n'y a pas un autre. Si je m'amuse à définir un autre, par exemple T1 et T4, entre les deux, qu'est-ce que je peux mettre? Je suis obligé de commencer par un D ou un D', c'est sûr. D. Si je mets un D ou bien un D', c'est kiff kiff, la même chose. Si je mets D, après, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre soit F, je termine, soit je dois mettre un D'. Je lis déjà D'. Là. Donc, les deux sont là. Et après, quand je mets le D', je suis obligé, j'ai mis le D, soit de mettre F', soit F. Voilà. Donc, je retombe sur ces comportements-là. Il n'y a pas d'autre. Ça, c'est le comportement résumé en réalité. Alors, quand je dis résumé, ça veut dire qu'en réalité, quand je vais donner le comportement de manière complète, qu'est-ce que je dois faire? Il me reste à placer le T. Le T, là, je suis obligé de le placer ici. Là, je suis obligé de le placer ici. Là, je suis obligé de T', je le place ici. Et là, je le place ici. Il n'y a pas une autre possibilité. Mais ici, non. J'ai D', F'. Entre le D et le F, je dois placer le T. Où est-ce que je peux le mettre? Je peux le mettre ici, je peux le mettre ici. Ça me donne deux comportements. Et le T', où est-ce que je peux le mettre? C'est entre D' et F'. Je peux le mettre ici, je peux le mettre ici. Ça me donne des comportements. Et quand je combine, ça me donne... Vous voyez, donc ça, en réalité, celui-là, c'est un résumé de plusieurs comportements quand je place le T et le T'. Mais tous vont donner le même résultat que celui-là. C'est pour cela que celui-là est un représentant. Et c'est la même chose que celui-là. Donc, ça nous permet finalement de simplifier les comportements. C'est des familles de comportements. OK, Shabab? Est-ce qu'il y a des questions? Il reste 4 minutes avant cette deuxième étape, mais je vais me reconnecter. Hein? Je vais me reconnecter. On termine à 12h50. Ça, c'est clair. OK, Shabab, on exploite le temps. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va. Donc, on a parlé de la notion de comportement. On a listé les comportements permis. On a découpé les tâches. On a vu l'influence, bien les phases d'une tâche et quelles sont les parties qui influencent un comportement. Et ça nous a permis de résumer les comportements d'un système de tâches. Donc, un programme concurrent peut donner plusieurs résultats. Peut donner plusieurs résultats. Nous, ici, on s'intéresse à la variable n, parce qu'on la voit comme étant la variable résultat. On a vu des valeurs
beaucoup de valeurs, d'accord, différentes valeurs. Chaque comportement nous donne une valeur différente. Oui. Ah, vous allez dire, monsieur, normalement, un programme va nous donner un seul résultat. Pourquoi plusieurs résultats? Ah, là, c'est une problématique. En réalité, quand il y a des programmes concurrents, on peut avoir des résultats différents. Mais malgré cela, ça ne veut pas dire que le programme est forcément faux. Il y a des programmes concurrents qui donnent des résultats différents, mais ces résultats-là sont corrects. Et il y a d'autres qui donnent des résultats différents, mais les résultats sont incorrects. Oui, c'est possible. Je vous donne un exemple. Le vote dans la vie courante. Le vote. J'organise aujourd'hui le vote. Je vous dis, on va voter pour un délégué de section. OK? Très bien. Tous les étudiants viennent. Ils vont faire le vote en parallèle, en séquentiel, etc. C'est bon. Ils vont mettre dans la boîte monsieur X1. On vote pour X1. Très bien. Oui, donc il y a un jury, il dit que tout va bien, donc le vote s'est bien passé, c'est correct. Bon, demain on vient, on refait le vote avec les mêmes étudiants, les mêmes tâches. Elles vont s'exécuter, elles vont voter. Mais on a donné X2. Oh, le résultat n'est pas le même qu'hier, que le comportement passé. Mais le jury va dire c'est correct, le résultat est correct. Vous voyez. Voilà, c'est un exemple typique. Voilà. Donc, il y a des programmes concurrents hein, qui donnent des résultats différents, mais c'est correct. Voilà, l'exemple typique, c'est le vote. OK, on va continuer. Opération sur les graphes de précédence. J'ai un graphe de précédence, j'ai un autre graphe de précédence. On a deux opérations possibles. Donc, il y a l'exécution séquentielle, l'exécution parallèle de graphes. Graphes, hein, ce n'est pas de tâches. Tout à l'heure, on a parlé de tâches. T1 précède T2. T1 est parallèle à P2, indépendante. Oui, on a vu ça. Mais maintenant, je parle de graphe. Tout un graphe s'exécute en séquentiel avec tout un autre graphe. Tout un graphe s'exécute en parallèle avec tout un autre graphe. Un graphe, c'est un système de tâches, c'est un programme. Un autre graphe, c'est un programme aussi. Deux programmes concurrents, je vais les associer ensemble et s'exécuter en séquentiel, s'exécuter en parallèle. Donc, on dit il y a la composition séquentielle et il y a la composition parallèle. Je commence par le produit G1 et G2. Le produit, c'est l'exécution séquentielle. D'accord? G1 point G2, c'est le produit. D'accord? C'est quoi? C'est l'exécution séquentielle. C'est ce qu'on a dit, exécution séquentielle. C'est-à-dire que je dois exécuter J1 en premier. Quand J1 se termine, j'exécute J2. Comment je vais le faire? Voilà comment je vais le faire. J'ai le graphe G1, vous le voyez, un exemple. J'ai le graphe G2, vous le voyez. OK. Je veux exécuter J1 en premier. Quand je termine J1, j'exécute J2. Quand est-ce que je dis que J1 se termine? G1 se termine si les tâches T3 et T4 se terminent. Si les deux tâches sont terminées, ça veut dire que sûrement auparavant T1 et T2 se sont terminées. OK, Shabab, on reprend.
suis en train d'admettre vos collègues. Vous êtes là? Alors, la prochaine fois, on va essayer le Google Meet. Je vais vous envoyer, Inch'Allah, le lien de Google Meet. Bon, il a un inconvénient, mais on va l'utiliser parce qu'au du moins, lui, il ne coupe pas le cours. OK? Voilà. Vous êtes là, donc c'est bon. On peut continuer, Shabab? C'est bon, c'est bon? OK, ça marche. Très bien. Voilà. Donc, G1 se termine quand les tâches T3 et T4 se terminent. On est d'accord? Quand est-ce que G2 commence l'exécution? Dire que je commence l'exécution de G2, c'est dire que je commence T5 et T6. Pour commencer G2, il faut commencer T5 et T6 en même temps. Vous êtes d'accord? Il faut les lancer en parallèle. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Si je dis maintenant que G2 ne peut s'exécuter que si G1 se termine, ça veut dire que pour lancer la tâche T5 et la tâche T6, il faut que la tâche T4 et T3 se terminent. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je dois faire un lien qui démarre de T4 vers T5 et un lien qui démarre de T4 vers T6. D'accord? Pour dire que ces deux tâches-là ne peuvent être lancées que si T4 se termine. Et ça ne suffit pas. Il faut qu'elles attendent aussi T3. Donc, je vais mettre un arc de T3 vers T5 et un autre arc de T3 vers T6. Donc, c'est pour cela que ici, on vous dit, j'ai un point G2, c'est la séquentialité des deux. Pour réaliser ce produit-là, on relie chaque nœud terminal de G1 à chaque nœud initial de G2. D'accord? Voilà ce qu'on fait. Voilà. C'est ça le produit des deux graphes. On obtient un autre graphe, G3, qui est le produit des deux, c'est G1.G. Voilà. Donc, T5 ne peut commencer son exécution que si et T3 et T4 se terminent. Vous voyez, un arc de T3 vers T5, de T4 vers T5. Elle est liée, elle ne peut pas commencer. Hein? Elle doit attendre la fin de T4. Elle doit attendre la fin de T5. Et la même chose aussi pour T6. Elle ne peut pas commencer pardon, son exécution tant que T4 n'a pas terminé et aussi T3. Voilà, c'est ça le produit. La séquentialité est facile. D'accord? Le parallèle, pardon, le parallélisme. G1 parallèle à G2, c'est clair. Parallélisme, c'est mettre les deux graphes à côté, l'un de l'autre. Parce que parallélisme veut dire qu'il ne faut pas mettre deux liens entre les deux. C'est dangereux de mettre un lien. Mettre des liens, ça veut dire qu'il y a une séquentialité quelque part entre les deux graphes. Mais parallèle, ça veut dire que je laisse indépendant les graphes. Donc, c'est juste les juxtaposer et ça me forme un graphe. C'est un nouveau graphe. OK? G1.G2 différent de G2.1. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est commutatif. Pardon, m'excuse, je suis en train de dire n'importe quoi. Oui, vous avez entièrement raison. Parce que G1.G2, ça veut dire que je veux exécuter G1 et quand je termine G1, j'exécute G2. C'est tout à fait normal que ce soit différent de G2.G1. J'exécute G2, quand je termine, j'exécute G1. Vous voyez, c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. OK, très bien. Alors, mettez des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose, questions, etc., suggestions, tout ce que vous voulez. Vous mettez en texte, je suis en train de suivre au fur et à mesure. OK, s'il y a des remarques, des problèmes, vous voyez, ça passe. OK, donc, c'est clair. Parallélisme, il nous reste quelques minutes à exploiter. Il nous reste 3 minutes. Alors, utilisation de mécanismes permettant l'exécution des tâches en séquence et en parallèle. Bon, là, je vais m'intéresser à l'expression du parallèle. Tout à l'heure, on a décrit un programme concurrent. On a écrit un système de tâches. Un système de tâches n'est qu'un programme concurrent. OK? Voilà. Le programme concurrent, je l'ai exprimé en utilisant la forme analytique. Je l'ai exprimé en utilisant la forme graphique. Mais si je veux qu'il s'exécute sur une machine, comment je vais le décrire?
Je dois avoir des outils, un langage. Bon, je ne vais pas dire langage, mais je vais dire des outils, je vais dire mécaniques, qui sont indépendants de tout langage, qui me permettent d'exprimer l'exécution séquentielle des tâches et l'exécution parallèle des tâches. Voilà ce qu'on doit faire. Je commence immédiatement par un premier outil. Le premier outil, on l'appelle par begin par end. Par begin par end, c'est quoi? C'est une instruction. C'est une instruction, tout simplement, que vous connaissez. Elle s'exécute, elle se termine. Mais c'est une instruction particulière. Elle met une tâche en parallèle. Elle met une tâche en parallèle. D'accord? C'est-à-dire qu'elle lance cette instruction-là, les particulières, elle lance T1, T2 jusqu'à T1 en même temps. Elle s'exécute. Et quand est-ce qu'elle se termine, cette instruction-là? Quand est-ce que je passe après l'instruction? C'est quand toutes les instructions, les tâches, pardon, se terminent. Je vous donne un exemple. Imaginez que j'ai 5 tâches que je veux exécuter en parallèle, avec par begin par. Je vais mettre par begin T1, point virgule T2, point virgule jusqu'à point virgule T5 par. Donc, c'est une instruction que j'écris. Quand je viens exécuter cette instruction-là, l'instruction dit que je lance T1, T2, T3, T4, T5 en parallèle. Je les lance. Ça y est, elles vont être lancées. C'est un outil qui va les lancer. Bon, derrière, ce qui va se passer, c'est, par exemple, dire à un processeur, s'il vous plaît, exécutez-moi T1. Un autre processeur, s'il vous plaît, exécutez-moi T2, etc. jusqu'à T5. Donc, si j'ai suffisamment de processeurs, à chacun, je vais affecter une tâche. Donc, il y a 5 tâches qui vont s'exécuter en parallèle. Quand est-ce maintenant je termine l'exécution de cette instruction-là? Je termine. Je passe à une autre instruction. Imaginez, il y a X reçoit 21. Quand est-ce que j'exécute X reçoit 21? Je ne peux le faire que si, par begin par end, se termine. Et elle se termine quand la tâche la plus longue dans le temps se termine. C'est d'accord avec moi. Il faut que toutes les tâches se terminent. Toutes les tâches se terminent parce que chaque tâche a un temps que je ne connais pas. Elle a un temps. Et bien, quand la dernière dans le temps se termine. Donc, le système va vérifier. Quand la dernière se termine, hop, c'est terminé. Il passe à la prochaine instruction. Voilà, c'est facile. Okay? C'est facile, mais on a ce programme-là. C'est l'heure 51. Je ne vais pas abuser de votre temps. D'accord? Très bien. Alors, on s'arrêtera là. Bien sûr, vous avez le cours. Mais essayez de faire semblant de ne pas voir le cours et essayez de m'exprimer ce graphe de précédence en utilisant par begin, par end et la séquentialité. D'accord? Écrivez-moi sous forme d'un programme ceci. Mais sans voir le cours. Essayez de le faire. On continuera, Inch'Allah, la semaine prochaine. J'espère que tout va démarrer. Apparemment, les TP vont se faire en présentiel. D'accord. Alors, moi, j'ai un problème de santé. Hein, donc, j'ai un problème au niveau de mes doigts, côté droit. Hein, donc, j'ai un accident, donc grave quand même. Donc, ça prend du temps. Je suis un peu handicapé, je ne peux pas conduire. Il faut qu'on me ramène. Alors, je ne sais pas si je vais commencer, si je vais faire le TP en présentiel. Il se pourrait que je le fasse en ligne. Ça veut dire quoi concrètement? Bon, tout d'abord, on doit attendre les emplois du temps. On va voir comment ils sont. Est-ce que c'est possible de faire ça? Parce que c'est pourrait que vous ayez des TP en parallèle et c'est impossible de faire. Voilà, donc je vais voir. S'il y a possibilité de faire des TP en présent au moins une semaine, hein, le temps que je m'améliore un petit peu, en ligne, je vous dirai, je vous enverrai un email. Maintenant, si je vous envoie rien, j'envoie à tout le monde, hein, y compris votre délégué. Si je n'envoie rien, ça veut dire que le TP va se faire en présentiel. OK, par défaut présent. Sinon, je vais vous dire ce que j'ai à vous dire. OK, voilà. Alors maintenant, pour faire le TP en ligne, il y a un logiciel qui s'appelle Discord. Est-ce que vous le connaissez? Dites-moi s'il vous plaît, on écrit. Hein? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le Discord? Vous connaissez, Allah Ibarak, mashallah alaykum. Très bien. Donc, on va utiliser Discord. Bon, les gens qui ne le connaissent pas, eh ben, dites à vos collègues, hein, maintenant vous connaissez vos collègues, dites-leur de vous familiariser un petit peu avec ce Discord.
Et à ce moment-là, l'avantage de ce logiciel-là, bon, il est utilisé pour les jeux, mais nous, on va l'utiliser pour les TP. C'est que je peux isoler les binômes. Hein? Vous allez vous organiser en binôme d'ailleurs. Dès maintenant, s'il vous plaît, organisez-vous en binôme. On travaillera en binôme. OK? C'est moi qui vais vous assurer et le cours, et le TD, et le TP pour les deux groupes. OK, Shabab? Vous avez bien entendu? Très bien. Inch'Allah. Donc, ce que je vous demande, c'est de vous organiser en binôme. Les gens qui ont des difficultés donc, vous avez le délégué qui va vous aider. Monsieur le délégué, ce que je vous suggère, c'est de partager un fichier Excel à vos collègues. Dites-le, s'il vous plaît, hein, dans lequel vous mettez binôme 1, binôme 2, binôme 3, etc. D'accord? Et les gens vont s'écrire leur nom. Hein, ça, il est partagé, il est visible pour tous les étudiants. Et ils s'organisent en binôme. Les gens qui sont mon nom, ils se voient, on peut les voir. Et ils essaient de discuter entre eux pour s'associer en binôme. Voilà. Et partagez avec moi aussi. Envoyez-moi le lien pour que je vois les choses, comment ça évolue. OK, monsieur le délégué? Vous êtes là, monsieur le délégué? Monsieur le délégué? Est-ce qu'il est là, le délégué? Bon, Discord, je pense qu'il n'y a que Discord qui va être téléchargé. D'accord, moi, je l'ai téléchargé, je l'ai utilisé. Je ne maîtrise pas à 100%. Mes étudiants m'ont aidé à le faire l'année passée. Voilà, donc vous allez encore m'aider à trouver d'autres fonctionnalités que je ne connais pas, hein, si vous voulez, bien. Mais il y a un minimum de fonctionnalités à avoir, hein, il n'y a pas grand-chose. OK, Shabab. Donc, le délégué, je suppose qu'il a entendu, ou bien faites-lui signer, s'il vous plaît, hein, vous lui parlez. On va travailler de cette manière. OK, voilà. Donc, vous avez compris ce que je vous ai dit. Organisez-vous en binôme. On travaillera en utilisant le langage C. Le langage C, système d'exploitation, c'est le meilleur langage pour programmer. C'est C. OK? Voilà, vous avez au départ des petits TP à faire, on les fait ensemble. C'est une question de maîtrise, on maîtrise certaines choses. Et par la suite, je vous donnerai, normalement, vous aurez 2 TP à noter. 2 TP notés. 2 TP notés. Mais avant cela, on va maîtriser certaines choses. OK? Voilà, Shabab, je n'ai pas autre chose à vous dire. Donc, restez à l'écoute pour des éventuels emails concernant le présentiel du TP. Mais le délégué, s'il vous plaît, très très rapidement, aujourd'hui, si vous pouvez le faire, partagez le fichier Excel à vos collègues pour remplir les bilans, s'il vous plaît, pour le modèle système d'exploitation. Voilà, je vous remercie et puis on va s'arrêter là s'il n'y a pas de remarques.